Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. L'homme a toujours rêvé de voyager dans le temps. Il n'y a qu'à remarquer le nombre de films de science-fiction créés à ce sujet. Malheureusement, en dépit de tous ses efforts et de toutes ses théories, l'homme n'a jamais pu remonter le temps. Mais qu'en est-il des personnes qui sont restées coincées dans le temps? Nous ne parlons pas de retour vers le futur, mais des personnes réelles qui sont restées isolées du monde pendant une longue période et qui sont en quelque sorte restées figées dans le temps pendant que le reste du monde évoluait sans se soucier d'eux. Croyez-nous, leurs vies sont aussi intrigantes qu'intéressantes. Mais comme d'habitude, avant de nous lancer, voici la question du jour. Il a le cou et n'a pas de tête, a des bras et n'a pas de mains, a du corps et n'a pas de jambes. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires, alors c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Hiro Onoda. Le japonais Hiro Onoda est né le 19 mars 1922 et a rejoint l'armée japonaise en 1942. Il fut sélectionné pour un entraînement spécial et a rejoint l'école Nakano, une institution pour les gens de renseignement. Onoda y a appris l'art de la guerre, la philosophie, l'histoire, les arts martiaux, la propagande et les opérations secrètes. Le 26 décembre 1944, lui et un groupe de soldats ont été envoyés sur l'île Lubang aux Philippines. Les ordres de Onoda comprenaient parmi d'autres de ne pas se rendre sous aucun prétexte. Vous comprendrez pourquoi nous insistons là-dessus. Quand les troupes américaines ont atterri sur l'île le 28 février 1945 et que les derniers japonais s'enfuyaient, le major Yoshimi Taniguchi donna au lieutenant Onoda ses dernières instructions en lui répétant de ne pas se rendre. Ça prendra peut-être 3 ans ou 5, mais quoi qu'il arrive, on reviendra pour vous, lui promit-il. Quelque temps plus tard, le lieutenant Onoda et 3 de ses compagnons d'armes restants trouvèrent des dépliants annonçant la fin de la guerre. Mais il crut qu'il s'agissait d'une propagande de l'ennemi et refusa de croire que la guerre était finie. En fait, la guerre était vraiment finie, mais personne ne pouvait convaincre Onoda et ses soldats de ce fait. Ils se sont construits des cabanes en bambou, ils volaient du riz et d'autres vivres dans les villages voisins et tuaient les vaches. Les soldats étaient tourmentés par la chaleur tropicale, les rats et les moustiques et passaient leur temps à arranger leurs tenues et garder leurs armes en bon état. Ils ne pensaient même pas se rendre. Croyant que la guerre faisait toujours rage, ils évitaient les groupes de recherche américains et philippins et attaquaient régulièrement les habitants de l'île, croyant qu'ils étaient des alliés de leurs ennemis, mais ça ne pouvait pas durer éternellement. En 1950, un des hommes d'Onoda rendit les armes et un autre mourut. En 1972, le 3e compagnon d'Onoda mourut dans un affrontement avec la population locale et Onoda resta seul. Peut-être qu'Onoda n'aurait jamais pu sortir de sa situation s'il n'y avait pas eu l'aventurier Norio Suzuki. Suzuki était convaincu que le lieutenant qui avait été déclaré mort avait réussi à survivre dans la jungle, impliquant qu'il fallait le retrouver et Suzuki y est arrivé en seulement 4 jours. Onoda et Suzuki sont devenus amis, mais Onoda refusait toujours de rendre les armes, disant qu'il attendait les ordres d'un officier supérieur. Suzuki retourna au Japon avec des photographies comme preuve de ce qu'il avait vu. Les autorités japonaises ont alors recherché le major Yoshimi Tamaguchi, qui était devenu un vendeur de livres, et l'ont envoyé vers Onoda. Et pour plus d'impact, ils l'ont envoyé avec le frère d'Onoda. Ce n'est que lorsque l'ancien major le lui ordonna que le lieutenant rendit les armes, salua et pleura. Lorsque Onoda est arrivé à Tokyo, il a été accueilli en héros par ses parents déjà âgés et des foules enthousiastes. Quelque temps plus tard, aussi incroyable que cela puisse sembler, il a été examiné par des médecins qui l'ont trouvé en pleine forme. Onoda a reçu une pension militaire et a signé un contrat de 160 000 $ pour ses mémoires car il avait beaucoup d'histoires à raconter. Imaginez 29 ans de guerre. Onoda est mort le 16 janvier 2014 à l'âge de 91 ans, mais son histoire demeure un grand exemple de patriotisme et de persévérance. Mehran Karimi Nasseri. Beaucoup de gens pensent que cette histoire est une légende urbaine, et ça pourrait être le cas. Mais cette histoire est absolument vraie. De plus, ça pourrait arriver à n'importe qui, du moins en théorie. Mehran Karimi Nasseri est né en Iran d'un médecin local et d'une infirmière anglaise, mais cette information reste à confirmer. Sa jeunesse reste un mystère, mais nous savons que Nasseri a étudié au Royaume-Uni et est ensuite rentré dans son pays natal. Là, il attire l'attention des autorités locales et se fait expulser du pays sans passeport pour ses activités de protestation. Du moins, c'est ce que Nasseri affirme, quoique l'enquête montre qu'il n'a jamais été déporté de l'Iran.
Pendant un temps, Nasseri se comporte comme un réfugié politique. Il voyage dans les capitales européennes à la recherche d'un asile. On lui refusa accès à tous les pays vers lesquels il se tournait. Jusqu'à ce que 4 ans plus tard, on lui accorde le statut de réfugié en Belgique. De là, il aurait pu obtenir la nationalité de n'importe quel pays européen, mais Mehran s'est avéré être très sélectif. Il a passé 6 ans en Belgique avant de décider d'aller au Royaume-Uni. Après tout, sa mère était née là-bas, ce qui voulait dire qu'il y avait sûrement de la famille. Nasseri a pris le train pour Paris afin de prendre un avion pour Londres à partir de là. Mais en chemin, il a perdu ses papiers, y compris le document qui confirmait son statut de réfugié. Apparemment, sa mallette avait été simplement volée. Toute autre personne aurait sûrement mis un terme à ce voyage. Personne ne voyage d'un pays à un autre sans papier. Néanmoins, Nasseri n'a pas abandonné et a même réussi à monter dans l'avion. Oui, les autorités de l'aéroport Charles de Gaulle le lui ont permis, même si ça ne pouvait pas bien se terminer. Le manque de documents a été remarqué dès son arrivée à l'aéroport d'Heathrow à Londres. Il n'a même pas dépassé le contrôle des passeports et a été mis sur un vol retour pour la France. De retour en France, il a été arrêté puis relâché étant donné que son entrée dans l'aéroport était tout à fait légale et qu'il n'avait pas de pays d'origine où être renvoyé. C'est ainsi que débuta sa vie dans le terminal 1. Nasseri s'est fait un petit camp dans l'aéroport et réussit à se trouver un avocat. Ce dernier lutta en vain auprès des autorités pour obtenir un certain statut à son client. Il se tourna vers la Belgique, mais n'aboutit à rien non plus. Dans le pays qui lui avait donné l'asile, on ne permet pas d'envoyer des papiers d'identité par la poste. Mais les autorités acceptèrent de le lui accorder s'il allait les retirer en personne. Ce qui lui coinça dans un cercle vicieux. Il ne pouvait pas voyager vers la Belgique sans ses papiers et il ne pouvait pas retirer ses papiers sans voyager vers la Belgique. En 1995, les autorités belges lui accordèrent la permission de traverser la frontière à condition qu'il y demeure sous la supervision d'un agent des services sociaux. Mais Nasseri n'était pas d'accord. Plus tard, la France et la Belgique lui ont offert un permis de résidence, mais encore une fois, Nasseri a refusé de signer parce qu'il le considérait comme iranien alors qu'il voulait être anglais, et aussi parce que les papiers ne portaient pas le nom que Nasseri préférait. Il ne répondait qu'à son nom anglais, Sir Alfred Mehran. Apparemment, ça comptait beaucoup pour lui parce qu'il a continué à vivre à l'aéroport, il se nettoyait dans les toilettes, mangeait au bistrot et dormait sur les bancs, et cela pendant 18 ans. Malgré ces circonstances vraisemblablement difficiles, Nasseri se sentait en sécurité dans l'aéroport. Il a même noué des liens avec le staff de l'aéroport. Par exemple, il était régulièrement visité par un médecin. Il passa toutes ces années en lisant, en tenant un journal intime et en étudiant l'économie. Il recevait de la nourriture et des journaux du staff de l'aéroport et rencontrait parfois des journalistes. Le séjour de Nasseri dans le terminal prit fin en juillet 2006 quand il a été hospitalisé et que son petit camp a été démonté. Il a ensuite été accueilli par la Croix-Rouge de France. Nasseri a vécu dans un hôtel à côté de l'aéroport et a ensuite rejoint un refuge parisien où il vit encore. Vous pensez peut-être déjà avoir entendu une histoire similaire, un homme contraint de vivre dans un aéroport. Et oui, l'histoire de Nasseri est similaire à celle décrite dans le film Terminal. En 2003, les studios de production DreamWorks ont payé Nasseri 250 000 $ pour les droits de son histoire, mais il n'en a jamais profité. Sergueï Krikalev. Si les personnes de nos histoires précédentes étaient coincées sur Terre, le prochain n'a pas eu cette chance, car il a été oublié dans l'espace. Enfin, pas exactement oublié comme Kevin McAllister, mais son histoire mérite quand même votre attention. Durant sa carrière, Krikalev a effectué 6 vols spatiaux pour une durée totale de 803 jours, 9 heures, 39 minutes et 9 secondes. L'histoire de Krikalev a commencé à l'époque de l'Union soviétique et c'est exactement pour ça que nous voulons en parler. L'astronaute est parti pour un autre vol spatial le 28 mai 1991 depuis le territoire de l'Union soviétique. Il était déjà clair que l'Union soviétique était sur le point de s'effondrer, mais s'accrochait encore un peu. Krikalev a été envoyé en tant qu'ingénieur de vol. L'équipage comprenait également le commandant Anatoly Atebarsky et Hélène Sharman, une chercheuse astronaute britannique. Tout s'est déroulé comme prévu. L'équipage a accompli toutes les missions et était prêt à rentrer à la maison, mais les événements sur Terre ont compliqué les choses. L'URSS s'effondrait et la base depuis laquelle les navettes avaient été lancées se trouvait au Kazakhstan, causant des mésententes sur son utilisation. Moscou accepta d'envoyer un cosmonaute kazakh et un autre astronaute autrichien avec lui en orbite.
Initialement, les nouveaux venus devaient remplacer les membres de l'équipe précédente, mais il s'est avéré qu'ils n'étaient simplement pas prêts à passer beaucoup de temps dans l'espace. Krikalev a dû rester dans la station spatiale, mais bien entendu, s'il y avait eu un problème, il aurait été directement rapatrié, mais tout l'équipement fonctionnait et Krikalev continua sa mission. En ces temps-là, la Russie et le Kazakhstan indépendants, où se trouvait la base de lancement des missions spatiales, essayaient de se mettre d'accord sur son utilisation conjointe. C'est dur d'imaginer comment Krikalev s'est senti, abandonné par un pays qui n'existait plus. Sa situation était très compliquée et il y avait même des problèmes de ravitaillement. En fin de compte, Krikalev a passé 311 jours, 3 heures et 24 secondes en orbite. Il a reçu le prix de héros de la Fédération russe. Cependant, après quelque temps, ce Robinson spatial est reparti pour les étoiles et participa au vol STS-60, la première mission conjointe russe et américaine sur un système de lancement réutilisable. Aujourd'hui, Sergueï Krikalev est le directeur général adjoint de l'Institut central de recherche en ingénierie mécanique pour le programme Mande et est peut-être le plus célèbre cosmonaute soviète après Yuri Gagarin. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, quelle est l'histoire la plus étrange dans la vidéo d'aujourd'hui? Faites-les nous savoir dans les commentaires. Eh bien, pour répondre à la question posée, c'est une chemise. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.